Voilà. Bon, Gaël Kirant, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, donc Gaël Kirant, secrétaire départemental du syndicat Sud-Post 92, dans une situation un peu inédite à la Poste, puisque après un très très long combat d'une grève de près de 15 mois, eh bien, je n'ai pas le statut de postier, puisque j'ai été, grâce à l'autorisation administrative de Muriel Pénicaud, licencié par mon entreprise en voie de recours sur ce licenciement. Mais dans le cadre du conflit qu'on a mené, et on a gagné au travers de jugements, la possibilité que même un non-postier puisse représenter les postiers, c'est-à-dire déposer des préavis de grève, accompagner les collègues dans des réunions salariées, et y compris discuter, négocier dans des cadres de préavis de grève, quoi. Donc, on va dire que je suis le postier, le moins postier du territoire. Ok, donc écoute, merci de participer à cette audition. Donc, France Insoumise fait sa propre commission d'enquête sur l'épidémie et ses conséquences, et ce qu'on peut en tirer, enfin, ce qu'on peut en tirer, ce qu'on peut en déduire pour la suite. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on fait cette audition qui est publique, qui sera diffusée. Donc, la première question que je voulais te poser, là, tu as disparu au niveau du visage. Ah, je ne suis plus là. Je vois ton mail. Pourquoi? Normalement, je devrais Ah, tu es retrouver. revenu. Voilà, je Donc, suis là. la première question que je voulais te poser, c'est dans quelle situation à la Poste cette épidémie a eu lieu? C'est-à-dire qu'au départ, comment ça s'est passé, comment la Poste a réagi, et comment aussi les agents ont réagi? Eh ben, le déni le plus complet et l'impréparation la plus importante et la plus grande. Je vais te prendre juste l'exemple de notre département. En fait, dès le 9 mars, on alerte la direction, notre direction régionale, notre direction départementale sur la nécessité de convoquer les instances représentatives du personnel qui s'occupent normalement des conditions de travail et de la santé des agents, c'est-à-dire les CHSCT sur l'ensemble du département. Sur notre département, notre organisation syndicale est majoritaire sur quasiment l'ensemble du territoire et sur l'ensemble quasiment des CHSCT. Donc on demande dès le 9 mars quelque chose, on va dire, de pas très révolutionnaire, c'est juste que ces CHSCT soient convoqués en prévision du Covid, de voir comment l'entreprise allait réagir. On a un refus de la part de l'entreprise, d'abord oral, puisqu'on a une rencontre, on va dire, physique, et ensuite on envoie un courrier à la direction régionale Île-de-France-Ouest, c'est-à-dire qui regroupe les départements du 78, du 95 et du 92, pour demander, mais cette fois par écrit, qu'il y ait, on va dire, la réunion de ces CHSCT. Et déjà le 11 mars, nous exigions le fait que les agents soient testés, et une généralisation des tests massifs et gratuits. On demandait bien évidemment l'octroi de masques. On demandait le fait que les positions de travail soient nettoyées. Par exemple, on a des choses, c'est aussi basique que ça, mais on voit dans le cadre de cette crise sanitaire que des choses essentielles qui nous semblent évidentes prennent une tournure et un danger important. Par exemple, dans chacune de nos toilettes, en fait, c'est du papier. C'est pas du papier à usage unique, justement, c'est des rouleaux. Bon. Donc ça veut dire que l'ensemble des salariés se frottent les mains les uns derrière les autres, quoi. Donc on demandait à ce qu'il y ait du papier à usage unique. Toute une série de choses. On a un refus catégorique de l'entreprise de tenir ces CHSCT dans notre département, mais en fait partout ailleurs en France. Partout ailleurs en France. En fait, ce qui fait que la Poste réagisse, ça se fait de façon assez… c'est par un mouvement du personnel de la Poste énorme. Il n'y a pas d'équivalent, je pense, sur les 30 ou 40 dernières années. Un mouvement spontané, accompagné par les équipes syndicales locales, très souvent Sud et CGT, dans plein d'endroits, et sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire simultané, du droit de retrait. Tu as l'annonce en fait d'Édouard Philippe le samedi 14 mars au soir, avec les élections le lendemain, au premier tour des élections municipales.
Mais par contre, à la Poste, on dit les collègues, il faut que vous alliez taffer. Et là, il y a un truc qui se passe dans la tête des collègues. Notre fédération, la fédération Sud PTT, a dénombré entre le 16 mars et le 31 mars 10 000 droits de retrait sur l'ensemble du territoire, à minima 10 000 droits de retrait. Sur notre département, qui était un des départements où le droit de retrait sur cette période-là a été le plus important, on était aux alentours de 400. Pour que tu te fasses une idée, sur le 92, c'est 1000 tournées de facteurs et factrices. Tu n'as jamais les 1000 titulaires par jour. Donc 400 personnes qui sont en droit de retrait, sans compter ceux qui étaient en autorisation d'absence pour garde d'enfants et ceux qui avaient des situations individuelles qui justifiaient le fait d'être retirés du service parce que asthmatique, parce que propice à pouvoir être malade. C'est un taux énorme. Et c'est ça qui fait réagir l'entreprise. C'est ça qui fait réagir l'entreprise et qui fait passer la distribution du courrier pour les facteurs et les factrices à 3 jours sur 7. Mais sinon, la Poste n'avait pris aucune mesure, on va dire, collective dans la tenue des CHSCT. Bon, tu as vu par ailleurs le scandale de ces… le PDG de la Poste, Philippe Val, dit j'ai entendu parler de ce bruit, cette affaire. Enfin, 24 millions de masques qu'ils avaient cachés. Je ne sais pas si tu sais comment on a découvert le truc. Parce que ce n'est pas la Poste qui nous l'a dit. On a découvert le truc parce que comme notre fédération a attaqué, la fédération Sud PTT, a attaqué la Poste pour non-évaluation des risques professionnels, pour non-détermination de manière précise de quelles sont les activités essentielles, dans les pièces qu'a donné l'avocat de la Poste, il y avait « Ah, regardez comme on est fabuleux, regardez comme on est magnifique », et tu avais une pièce, hop, on a 24 millions de masques. Mais sinon, on n'aurait jamais découvert, et ça c'est, j'ai envie de dire, fin mars, début avril, qu'on découvre en fait cette pièce par communication d'avocats interposés. Donc, impréparation, réaction des salariés, et à partir de là, il se passe quoi? Ça s'améliore? Comment se décide le nombre de bureaux de poste qui restent ouverts, les services qui restent ouverts, etc. Alors, c'est une très très grosse entreprise, la Poste, 250 000 salariés. Donc, pour que les personnes qui nous voient arrivent à… il y a d'un côté la distribution, ce qui est les facteurs et les factrices, qui sont des centres de tri. On a ce qu'on appelle les PIC, qui sont les anciens centres de tri, c'est les plateformes industrielles courrier, qui sont ce qui classe le courrier, qui le dispatche dans plein de communes, de bureaux de poste où il y a les facteurs qui après vont le distribuer. Et tu as raison de le dire, tu as les guichets. Où on va poster son courrier, récupérer son recommandé et autres. Et c'est des directions différentes entre ce qu'on va dire le courrier, la distribution, les centres de tri et les guichets. Et il y a eu des attitudes un petit peu différenciées quand même sur ces deux entités qui ont abouti à chaque fois à pas véritablement prendre la mesure du danger, mais il y a eu quand même des attitudes différenciées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as 10 000 droits de retrait, ce qui est énorme sur l'ensemble du territoire, la Poste, elle recule. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Et donc, elle fait travailler 3 jours sur 7. Immanquablement, les collègues prennent ça comme un acquis. C'est-à-dire, au lieu de travailler du lundi au samedi, avec quelques jours de repos en fonction du cycle, ils se retrouvent à travailler mercredi, jeudi, vendredi. Bon. Donc, immanquablement, les collègues voient que le rapport de force a été utile. Le problème, c'est que la Poste n'utilise pas ça pour que sur ces 3 jours-là, elle améliore, on va dire, les conditions de travail. Qu'est-ce que ça veut dire améliorer les conditions de travail? Ça veut dire désinfecter les positions de travail. On sait que le virus, il est actif sur toute une série de surfaces qu'on manipule. Acier, carton, papier, plastique. Donc, ça demande le nettoyage et désinfection. Et ça ne veut pas dire que c'est toi qui, avec ton chiffon, nettoie. C'est une entreprise qui nettoie à minima, puisque sur nos départements, on a obtenu une mise en demeure de la direction régionale sur 6 communes. À minima, l'inspection du travail préconise un nettoyage 2 fois par jour par une entreprise extérieure, à minima. Bon. De l'ensemble des positions de travail, des parties communes, des pommeaux de porte, tout ça n'était pas fait.
Mais bien évidemment, tu utilises les portes, tu as pu manipuler le virus. C'est des choses triviales, mais que la Poste n'a pas pris en compte tant qu'il n'y a pas eu de mise en demeure de la part de l'inspection du travail dans un certain nombre d'endroits, et en particulier, par exemple, dans notre département. Donc, il y a ce premier recul. Les collègues le vivent comme un pas positif, et la Poste s'appuie sur ça pour pas forcément se conformer à des marquages au sol. Tu sais qu'il y a besoin d'être à 1 mètre de distance. Bon. Dans un bureau de poste, c'est impossible si tu n'as pas des marquages au sol stricts. C'est-à-dire des marquages au sol, sans être très techniques, qui font que tu as, entre le marquage au sol, entre les deux marquages au sol avec des sens de circulation différents, tu as un no man's land de 1 mètre. Voilà. Pour faire en sorte qu'à aucun moment, les collègues soient, comment dirais-je, en contact à moins d'1 mètre. Bon. Tout cela n'est jamais de l'initiative de la Poste. C'est soit parce qu'il y a des mises en demeure, des interventions de l'inspection du travail, des dangers graves et imminents, ce qu'on appelle les DGI, qui sont signalés par des représentants du personnel, des droits de retrait qui sont exercés, qui fait que la Poste aille dans ce sens-là. Par exemple, encore aujourd'hui, dans le 92, on est le 30 avril, tu as encore des sites dans lesquels le marquage au sol ne correspond pas à la garantie de ce mètre de distanciation sur l'ensemble de la vacation. Je vais juste donner ce qu'a préconisé sur notre département parce que c'est assez, on va dire, restrictif et la Poste ne l'applique pas sur l'ensemble des sites de notre département et sur l'ensemble des sites au niveau national. La Poste a indiqué, l'inspection du travail a indiqué plusieurs choses. D'abord qu'il fallait 50% des effectifs par jour pour éviter justement qu'il y ait trop de monde et qu'on puisse respecter le mètre de distanciation. 50%. Au moins 50% ou pas plus de 50%? Pas plus de 50% de l'effectif. Pas plus de 50%, tu fais bien de préciser. Pas plus de 50% de l'effectif. Les équipes, s'il y a des horaires décalés, ne peuvent pas se chevaucher, c'est-à-dire la première équipe qui part distribuer le courrier quand l'autre arrive, ils ne peuvent pas se chevaucher. Voilà. Nettoyage et désinfection 2 fois par jour des positions de travail et des positions communes. Une traçabilité des entreprises qui font ce nettoyage, ce qui n'existe toujours pas à la Poste. Il y a même sur ce qu'on appelle les temps préparatoires, c'est-à-dire le tri du facteur qui trie son quartier pour le distribuer, pour que ce mètre de distanciation soit garanti, le fait qu'entre positions de travail, il y ait, on va dire, une position vacante. Bon. Tous ces éléments-là, qui ne garantissent pas le risque zéro et qui ne sont pas la position de notre organisation syndicale, qui viennent d'une mise en demeure du directeur régional au niveau de la directe, de l'inspection du travail, ne sont pas appliqués. Tu vas aujourd'hui, toi, en tant que député à Saint-Ouen, dans un bureau de poste de facteurs et factrices, tu pourras constater que ces 7 points-là ne sont pas respectés. Bon, donc, nous, ce qu'on dit déjà à la Poste, première chose, elle n'est pas en dehors de la loi. Il faut qu'elle applique ces réglementations qui sont exigées, ces mises en demeure qui sont exigées par l'inspection du travail. Après, il y a la logique qui, de notre point de vue, aurait dû prévaloir. Bon. Et si tu me laisses développer cette logique-là, c'est la logique qu'a refusé en bloc la direction de la Poste, qui aurait été de dire pas ce qui prévoit avant tout et ce qui est au centre de tout, c'est la santé des salariés et des usagers. Parce qu'il y a eu pas mal de trucs dans les réseaux sociaux qui étaient un peu en mode humoristique, ironique, mais c'est vrai que quelque part, on avait l'impression d'être vecteur du virus, quoi. C'est-à-dire, voilà, de transmettre le virus de manière un peu par l'activité quotidienne. Bon. Donc, si tu mets au centre ce que sont les usagers et ce que sont les salariés, pas la question des profits, ça veut dire que tu dois t'approcher le plus possible du risque zéro. Après, tu dois établir ce que sont les activités essentielles. Parce que bien évidemment, et enfin, on s'en rend compte, les éboueurs, les conducteurs de la RATP, la SNCF, la Poste, et j'en passe, et des meilleurs, on mène des activités qui sont essentielles
à la vie et au fonctionnement de notre société. Bon, ce qui n'est pas d'ailleurs très revalorisé au niveau salarial pour l'ensemble de ces métiers. On a demandé à la Poste qu'elle établisse quelles sont les missions essentielles. Elle s'y refuse de le faire. Par exemple, tout le monde se rend bien compte que distribuer un iPhone, distribuer des godasses, distribuer de la pub pour Yves Rocher, c'est quand même pas quelque chose d'essentiel dans la situation actuelle. Nous, on disait dans les CHSCT que, par exemple, eh bien oui, distribuer le courrier à une pharmacie, oui, s'occuper du courrier entre diverses administrations, ministères, oui, en direction des hôpitaux, tout ce qui est colis, matériel pour les soignants, ce sont des choses essentielles. Bon. Mais on organise la production autour de ça. La Poste s'est refusée, d'ailleurs, on comprend mieux pourquoi maintenant. Sur France Inter, Philippe Val, PDG de la Poste, a dit qu'il était content d'avoir, dans cette période, gagné des parts de marché. Sauf que nous, on dit, la priorité, ce n'est pas de gagner des parts de marché, c'est de garantir la santé des agents. Et notre logique à nous, c'était de dire, on établit les produits essentiels, les services essentiels, et à partir de là, on organise la production. Il y a de fait une décision, mais sans astreinte, contrairement à celle de Amazon, de notre camarade Sud Commerce et les Amis de la Terre qui ont réussi à faire plier un peu Amazon. La décision, il y a une décision qui est tombée administrative le 9 avril et qui fait une injonction, qui fait un rappel à la loi, une injonction à la Poste, mais comme il n'y a pas d'astreinte, où elle lui demande d'établir justement les services essentiels. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, nous, facteurs, déjà, ce n'est pas notre métier, mais allez voir, veiller sur mes parents, où ils ont fait une première phase où c'était gratuit, est-ce que c'est pertinent? Voilà. C'est une partie de la population qui est la plus à risque. Est-ce que tu vas envoyer quelqu'un qui est en contact avec plein de personnes qui peuvent potentiellement être porteurs asymptomatiques du virus? J'ai fait un peu long, mais je crois qu'il y a, c'est très bien que vous fassiez franchement cette commission d'enquête. Il y aura des comptes à rendre quand même sur l'après dans toute une série d'entreprises, et la Poste ne sera pas une de ces entreprises où il n'y aura pas des suites à donner à la façon dont elle a géré cette crise-là et dont elle compte la gérer à partir du 11 mai. Est-ce que vous avez un peu un bilan, une estimation du nombre de personnes contaminées parmi les postiers? Alors, la Poste se refuse à faire ce bilan national. Tu vois, moi, je suis d'origine espagnole. La Poste, dans l'État espagnol, a un bilan national de personnes qui ont été touchées diagnostiquées par le Covid ou bien confinées, les suspicions et autres. La Poste se refuse. Et malheureusement, tu vois, quand notre fédération a attaqué au niveau du tribunal sur cette question-là, où on demandait justement un état des lieux national, nous avons été déboutés sur cette demande. C'est pour ça que la Poste après a dit oui, le syndicat Sud PTT a été débouté. En fait, on a été débouté sur la possibilité d'avoir un étal national des cas, sous un argument qui, de notre point de vue, est totalement non basé juridiquement et puis fallacieux, qui est de dire il faut garantir la sécurité des données individuelles des agents. Bon, très franchement, si tu as des données chiffrées qui sont anonymes au niveau national, combien de personnes parce que là, pareil, la Poste nous disait pendant des mois et des mois qu'elle ne faisait pas cet état des lieux. Et en fait, on est tombé sur un document qui vient du réseau. Le réseau, c'est les guichets, où il y avait en date du 25 mars, où tu avais un état très précis du nombre de cas. Et le nombre de cas au niveau national, nous, ce qu'on a pu recenser sur le département, est effectivement important. Mais tu sais que ça devient très compliqué parce que entre les agents qu'on a mis en arrêt de travail, enfin qu'on a mis en garde d'enfants, ceux qui sont mis en arrêt de travail, ceux qui étaient en droit de retrait, arriver à faire cet état des lieux, avec en plus une décision de justice là, qui déboute sur la possibilité de pouvoir faire ce comptage, ça rend les choses compliquées. Mais je trouve que en tous les cas, c'est une question qu'il faudra poser pour l'avenir. Là, on a réagi, on va dire, au plus pressé
c'est-à-dire faire que les salariés qui travaillent puissent le faire dans les meilleures conditions et faire aussi en sorte de pousser la logique de il faut que ça soit sur les activités essentielles, mais il y aura besoin d'un décompte quand même national qui permette de voir à quel point une entreprise de 250 000 a été touchée ou non par ce virus, quoi. Comment vous préparez le 11 mai? C'est-à-dire, bon, alors tu me diras, l'entreprise La Poste n'a pas été complètement confinée, on a arrêté au niveau de son activité, donc ça prend peut-être moins d'importance que pour une société qui a complètement arrêté son activité, mais en théorie, ça devrait un peu plus s'élargir. Donc, quelles sont vos revendications? Comment aussi tu as l'impression que La Poste se prépare à ça, au fait d'avoir plus de monde qui viennent, etc. Comment tu vois ça? Eh ben, écoute, bon, tu as raison de le dire que c'est pas parce que très souvent on avait l'impression que la France était confinée, mais il y a un article dans Regard qui disait quand même qu'il y a 6 salariés sur 10 qui ont continué à travailler quand même, hein. Donc faut pas oublier ça, et je sais que tu l'oublies pas. Donc les choses se posent un peu différemment, mais même si pour l'ensemble des collègues, le fait de passer de 3 jours sur 7 à là, cette semaine et la semaine prochaine, 4 jours sur 7 pour les facteurs, tu dois voir autour de toi que en ce qui concerne les guichets, on a maintenant, alors qu'on était en dessous de 1 guichet sur 2 dans plusieurs départements au début de la crise sanitaire, enfin du confinement, nous, sur notre département, là, sur le 92, par exemple, sur 80 guichets, on en est à 66 ouverts. Bon. Donc, là, le projet de la Poste, c'est de nous annoncer que pour le 11 mai, en gros, on va travailler 5 jours sur 7 pendant 3 semaines et 6 jours sur 7 la 4e semaine, c'est-à-dire un samedi travaillé toutes les 4 semaines. On a demandé à notre direction départementale jusqu'à quand, sans donner plus de précision. Ce qui nous a été dit, c'est que l'état d'urgence sanitaire avait été prolongé jusqu'au 23 juillet. Bon. Et que donc, à minima, eux, ils comprenaient, mais quand les gens disent au niveau de la direction, on comprend, ça veut dire que tu n'as pas des choses très précises. Eux, ils comprenaient que ça voulait dire qu'à minima, ça veut dire jusqu'au 23 juillet. Bon. Ce qui est vraisemblable, c'est qu'on va avoir une nouvelle forme d'organisation où on va travailler plus de jours dans la semaine, où la Poste, sa volonté, alors qu'on est toujours en état d'urgence sanitaire, c'est que pendant la semaine, on distribue tout le courrier, comme si on était en période normale, c'est-à-dire la pub, c'est-à-dire des colis qui n'ont pas une priorité en termes de distribution. Donc ça, c'est le premier point d'achoppement qu'il va y avoir, en tous les cas, avec notre organisation syndicale. Ce n'est pas logique de revenir le 11 mai à une distribution qui soit soi-disant normale, alors qu'on est toujours en période de confinement et de risque sanitaire. Deuxième élément qui, pour nous, va être un élément problématique, c'est que quand même, ils ne peuvent pas se permettre de faire travailler tout l'effectif sur toute la semaine. Donc, ils vont faire des horaires décalés qui, grosso merdo, vont être, pour les facteurs, certains vont commencer à 7 heures et terminer à 14 heures. D'autres vont commencer à 10 heures et terminer à 16 heures et quelques. Bon. Faut bien comprendre qu'on n'est pas dupe, et on sait qu'aussi dans ces périodes de crise sanitaire, le patronat essaye d'organiser la production en mettant en place des choses qu'ils n'ont pas pu forcément mettre en place en période calme, en période normale, pour essayer de les faire passer en période de crise sanitaire. Et là, très clairement, ces horaires décalés avec des horaires qui commencent à 10 heures et qui terminent à 16 heures, ça veut dire la mise en place d'une activité matin-après-midi, ce qui a été combattu dans plein de bureaux de poste par les salariés de la Poste, faire distribuer le courrier en méridienne avec matin et après-midi. Même si là, il n'y a pas de pause méridienne officielle, ça veut dire habituer les salariés à travailler et matin et après-midi. Ça va être un deuxième point d'achoppement. Ça, j'ai envie de dire, c'est sur nos conditions de travail, on va dire normales, basiques. Pour la petite info, on ne le quémande pas, mais ça donne quand même un petit peu un élément d'ambiance sur comment est notre entreprise. Les 1 000 euros, là, pour ceux qui continuent à bosser, à la Poste, il n'y a pas le début du commencement d'un radis de ces 1 000 euros, quoi.
hein. Alors que cette entreprise, comme l'a dit le PDG de la Poste, Philippe Val, a gagné des parts de marché et ils en sont fiers d'avoir gagné des parts de marché en période de crise sanitaire. Bon, mais sur ce qui est pour nous essentiel, c'est la santé. C'est-à-dire aujourd'hui, on est pour qu'à minima, les préconisations qui viennent de l'inspection du travail concernant la distanciation d'1 mètre, concernant le non-chevauchage des équipes, concernant le nettoyage et la traçabilité de ce nettoyage et de cette désinfection, bien évidemment l'abondance de masques, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'abondance, c'est tellement évident, l'abondance de masques et de gel hydroalcoolique, parce qu'on a eu quand même des situations complètement ubuesques, complètement ubuesques. C'est-à-dire on a eu des coins dans lesquels, comme ils n'avaient pas suffisamment de gel hydroalcoolique affilé aux collègues, ils le coupaient avec de l'eau. Ils avaient des bonbonnes de 5 litres. Ils demandaient à Nanterre, enfin, je veux dire, pour que tu te rendes compte quand même, on est en train de parler de la plus grosse entreprise en termes de salariés après l'État. Bon, à Nanterre, ils n'avaient plus de petits contenants pour le gel hydroalcoolique. Ils sont allés acheter à côté, à Métro, grande surface de distribution, des petits jus de fruits, choux de fruits, qu'ils ont vidés et ils ont mis le gel hydroalcoolique. Tu vois, on en rit. Nous, quand j'ai vu les photos, je me suis bien évidemment poilé, mais je me suis dit, en arriver là, dans une boîte comme la Poste, à Courbevoie, ils arrivent, ils n'avaient pas de gel hydroalcoolique, ils ont filé du sopalin, du savon comme ils n'en avaient pas assez, qu'ils ont coupé en 4 pour le filer à 4 agents. Bon. Donc, enfin, je veux dire, on a eu des trucs qui étaient quand même hallucinants. Pas de masque, rien de tout ça. Alors que tu avais quand même ces 24 millions de masques qui sommeillaient. Et en fait, la vérité, c'est qu'ils avaient peur de se les faire réquisitionner. Je veux dire, tu vois aussi, cette crise sanitaire, elle a permis de montrer toute la logique de cette société capitaliste qui est basée sur la concurrence, qui est basée sur le profit, et où tu vois comment ils sont des loups-garous les uns avec les autres et qu'ils n'ont strictement rien à faire. Petit détail aussi que je n'ai pas donné tout à l'heure, parce que c'est ancien maintenant, mais qui était extrêmement choquant pour les collègues. Il disait il n'y a pas de risque pour les facteurs et les factrices, il n'y a pas de risque pour les guichets. Par contre, tous les cadres, au niveau direction départementale, parce que les cadres sur les bureaux, ils ont bien morflé aussi, ils étaient bien présents, les chefs d'équipe et tout ça au quotidien. Mais tous les cadres au niveau national, tu les voyais plus qu'en visio. Nous, quand on déposait des préavis de grève ou des choses comme ça, c'était qu'en visio, il n'y avait plus rien de physique, quoi. Bon, donc, c'est quand même sacrément du foutage de gueule. Sur le 11 mai, la santé, c'est l'élément essentiel. Donc, aujourd'hui, nous, par exemple, ce qu'on va faire sur notre département, on va s'adresser à la CGT, on va s'adresser à Force ouvrière, on va s'adresser à la CFDT, l'ensemble des organisations syndicales, l'UNSA, et on va leur proposer de dire il faut remettre les choses à l'endroit. Parce que le problème, c'est que tu vois, on ne connaît pas bien ce virus. Tu vois que là, il commence à dire que, alors qu'au début, il disait que ça n'avait pas d'impact sur les enfants, là, tu as des infos qui nous indiquent que les choses ne sont pas si claires que ça et que les enfants peuvent avoir cette pathologie et peuvent également la transmettre. Donc, nous, on dit, est-ce que, je veux dire, cette société, cette entreprise, il faut qu'elle détermine et il faut qu'elle continue à déterminer quels sont les services essentiels. Et quelque part, il faut assumer, si c'est une question de santé pour les salariés de l'entreprise et pour les usagers, il faut assumer que l'entreprise prenne en charge le coût que représente le fait de ne pas faire travailler pendant X temps les salariés jusqu'à ce qu'on ait la garantie que le danger est derrière nous. Bon. Donc nous, on va porter quand même de manière forte cette question-là. Et après, il y a quand même une occasion. Voilà. Je ne veux pas dire que dans chaque problème, il y a une solution ou il y a une occasion qui se présente à nous. Mais c'est quand même la première fois que la Poste a été toujours très maligne. Elle n'a jamais mis en place partout au même moment la même réorganisation. Là, le 11 mai, on a partout en France la même réorganisation qui va se mettre en place pour l'ensemble des salariés. Et je crois qu'il y a là une occasion aussi pour que les postiers et les postières expriment ce mécontentement de manière commune, tout du moins le 11 mai. C'est en tous les cas ce que nous, on va essayer de porter auprès des collègues sur le département. Le fait de dire le 11 mai, c'est sans nous. Il faut la garantie de la sécurité des agents et il faut que la Poste daigne enfin établir quels sont les services essentiels et organiser la production en fonction de ça.
Donc, en termes de… J'ai entendu ce que tu disais. Je voudrais juste revenir à la question des masques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en prévision notamment du 11 mai, il y a suffisamment de masques pour les agents à la Poste. La Poste fournit bien les masques aux agents. Ce n'est pas à eux de se les fournir. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ce truc-là sur les masques, franchement, après les 24 millions qui étaient braqués, il y a plein d'endroits. Tu avais des coins où, en fonction du rapport de force, il y avait plus ou moins de masques qui étaient filés. Mais là, maintenant, enfin, je veux dire, quand ce truc-là a été rendu public, dès le lendemain, dans plein de coins, dans le 14, dans le 33, dans le 13, tu avais des masques qui apparaissaient comme par miracle. Donc, ils sont fournis par l'entreprise. Par contre, ce que dit l'inspection du travail, c'est que c'est de l'obligation de l'entreprise de faire en sorte que les collègues les portent. Voilà, il faut les porter. C'est vrai que c'est chiant à porter ces masques qui sont des masques chirurgicaux, mais c'est important qu'ils soient portés. Ce qui reste encore comme, on va dire, parce qu'il n'y a rien qui est jamais acquis avec cette boîte et avec ses patrons, c'est le nombre de masques qu'on te file. Tu vois, parce que tu sais qu'ils ont une durée de vie qui est de 4 heures, quoi, 4, 5 heures pour les masques, enfin, en termes de protection. Donc, par exemple, dans les endroits où c'est le plus favorable pour les postiers, la Poste en file 4. Nous, par exemple, sur Asnières, sur Levallois, où le rapport de force est Clichy, le rapport de force est assez fort, et où il y a eu cette mise en demeure de l'inspection du travail, il y a à disposition des masques chirurgicaux et il y en a 4, c'est-à-dire en gros 2 pour ta vacation et tu en prends un pour que tu te barres avec. Et le lendemain matin, bien évidemment, si tu viens taffer en transport en commun, il faut aussi que tu aies une protection. Bon. Mais ça, c'est absolument pas le cas généralisé, ni sur notre département, ni nulle part, ni partout au niveau national. Par contre, sur les masques, ils ont du mal à dire qu'ils n'en ont pas maintenant. Mais c'est sur le nombre qu'il y a une question importante. Après, moi, j'aurais une question à te poser. Vas-y. Non, mais parce que, tu vois, moi, je me suis dit quand même, je trouve que Philippe Val, il s'en tire quand même bien, le PDG et la direction de cette entreprise. Je sais qu'il a fait une audition là au Sénat. Mais enfin, quand même, je trouve que c'est sacrément gonflé. 24 millions de masques, c'est pas rien, quoi. C'est un chiffre important. De les avoir braqués comme ça en pleine, c'est-à-dire que c'est tout à fait facile de démontrer le nombre d'endroits dans l'ensemble du territoire où les collègues, ou les représentants syndicaux, ou les représentants du personnel, on leur a dit on ne peut pas vous filer des masques parce qu'il n'y en a pas. Je veux dire, avant que cette pièce des avocats nous tombe sur les mains, c'est énormément, enfin, c'est palpable. Je trouve que, je sais que vous aviez un peu discuté de ça à un moment donné au niveau de l'AFI, quand il y avait eu ce reportage d'envoyé spécial qui avait déjà pointé du doigt par ce travail d'enquête, comment la Poste en fait masquait, cachait les suicides, tentait, y compris avec des cellules, on va dire, de communicants, d'éviter faire qu'il y ait un lien entre le suicide et le travail. Je pense qu'il va y avoir plein d'entreprises. J'ai vu le scandale là, par rapport à PSA. Mais ouais, je pense qu'il y a un enjeu à voir comment, de manière très large, de manière très unitaire, à un moment donné, dans ces entreprises-là, où en tous les cas, il y a suspicion, je veux dire, je vais être très précautionneux, tout le monde sait bien que moi, je considère qu'il y a faute, et faute inexcusable de l'employeur à ce titre-là, mais je pense qu'il y aura un besoin qu'il y ait des enquêtes qui soient menées dans ces entreprises, parce qu'on a clairement, alors je ne te parle pas du gouvernement, mais on a clairement mis en danger la vie de salariés et d'une partie considérable de la population. Ouais, alors, je te réponds vite à ce sujet-là, parce qu'il nous reste peu de temps, parce qu'après j'ai une autre audition, mais globalement, théoriquement, à l'Assemblée, après, il y a une commission d'enquête. Là, pour l'instant, il y a une mission d'information. Donc, nous, on a notre propre commission d'enquête, parce qu'il n'y a pas de commission d'enquête à l'Assemblée pour l'instant. Normalement, elle devrait avoir lieu. Une commission d'enquête, par essence, là, ça a la vocation, justement, de pouvoir aller au bout, comme ça avait été au bout au moins au Sénat sur l'affaire Benalla, y compris en mettant
en responsabilité des entreprises comme La Poste ou comme Air Liquide, PSA pour l'histoire des respirateurs. Donc ça, c'est un moyen. Le deuxième moyen, c'est des commissions d'enquête propres de groupe. Et comme tu sais, on a le droit qu'à une par an, en réalité, pour le groupe France Insoumise. Hein. Donc, c'est un souci. Après, il peut y avoir le même genre de travail qu'on est en train de faire, plus militant, je dirais, peut-être plus unitaire. On pourrait très bien imaginer que sur La Poste, on fait un peu ce qu'on est en train de faire ici pour au moins tirer des conclusions, voire pourquoi pas après permettre à des gens de les attaquer au pénal. Parce qu'il y aura, de toute façon, il y a des attaques au pénal sur le gouvernement là, par rapport au municipal qui se préparent. On peut très bien imaginer que des attaques au pénal sur l'affaire Air Liquide PSA ou l'affaire La Poste. Voilà, je te réponds vite, mais parce que je voudrais te poser une autre question avant de partir. Enfin, deux autres questions. Là, tu vas parler des masques. Est-ce que vous avez une politique sur les tests par rapport à La Poste? Par exemple, je te dis, Jean-Pierre Mercier, l'autre fois de la CGT PSA, me disait, nous, on va demander qu'il y ait des tests massifs qui soient faits à l'entrée de l'entreprise. Bon. Est-ce que vous avez une politique là-dessus à partir du 11 mai? Tu vois, nous en fait, dès le 11 mars, par écrit, on demandait la généralisation des tests. Dès le 11 mars 2020, parce que de fait, c'est ce qui permet d'avoir une politique, on va dire, la plus scientifique possible et la moins aléatoire, quoi. Donc, je ne sais pas si ça sera à l'entrée de l'entreprise, mais en tous les cas, il devrait y avoir aujourd'hui, pour toutes celles et tous ceux qu'on oblige à aller travailler, avec une prise en charge de la part de l'employeur, hein, pour que les choses soient très claires, de ces tests de manière, pour l'ensemble des salariés. Mais pose quand même une question, c'est aussi ces tests. Il faut aussi une certaine, comment dirais-je, travail en direction du fait que les tests soient fiables, parce que là, les tests nasaux, il y a quand même une marge d'erreur importante. Donc, voilà, la question des tests, pour nous, c'est très important, effectivement, de généraliser ces tests, mais aussi qu'il y ait une pression qui soit exercée sur la garantie voilà, de la réalité et du résultat de ces. Je te dis juste ça, parce qu'un camarade que tu connais bien qui s'appelle Xavier, qui de fait a eu tous les symptômes du Covid et là qui est ressorti au bout de 3 semaines, une très grosse fatigue, fièvre et tout. Quand il a fait le test, il était négatif, quoi. Alors qu'il a tous les symptômes clairs de cette situation-là. Donc, c'est clair que la question de la généralisation des tests est un élément essentiel et sa prise en charge. Et comme les masques, tu ne peux pas rendre obligatoire les masques et les faire payer. Je veux dire, c'est d'une indécence. Donc, pareil, et tu ne peux pas les faire payer même de manière indirecte. Si les patrons veulent qu'on aille bosser, ils prennent en charge le coût de ces masques, le coût de ces tests. Ça doit faire partie de la médecine du travail qui est prise en charge par ces patrons, ces entreprises. C'est un minimum pour nous, quoi. Ok, dernière question, un peu de prospective. Il y en a un qui a parlé de se réinventer. Pour La Poste, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme enseignement justement pour le jour d'après, voire le monde d'après? Qu'est-ce que cette crise pourrait amener comme enseignement? Le premier enseignement, c'est quand même toute une série de travailleurs d'exécution qu'on méprise au quotidien, au niveau des salaires, mais aussi dans la société, dans la vie de tous les jours. Les éboueurs, les transporteurs, les caissières, les soignants. La première des questions, c'est il faut des applaudissements, beaucoup d'applaudissements, encore des applaudissements et beaucoup de révalorisation salariale, beaucoup d'augmentation de salaire, mais de postes. Tu as vu le nombre de lits qui ont été supprimés, le nombre d'emplois qui ont été supprimés. Ça parcourt l'ensemble des réseaux sociaux, des sites politiques, syndicaux et associatifs, les propos tenus par Buzyn, par les différents ministres de la Santé. Mais à la Poste, c'est 100 000 suppressions d'emplois en 10 ans. Bon, voilà, donc la première des choses, c'est que ces métiers-là, il faut prendre en compte que ce n'est pas juste dans les périodes de crise qu'on se rappelle qu'ils existent. Et il y a une nécessité impérieuse de revaloriser au niveau salarial
et au niveau d'emploi, d'arrêter de malmener ces services publics, ces services dits essentiels à la vie quotidienne. Autre question, c'est que quelque part, on se rend compte que tout ça est trop régi par les profits. C'est régi par les profits essentiellement, c'est ça la boussole de ceux qui nous emploient. Et ce qui a permis de mettre au centre, au moins comme discussion, en particulier la décision d'Amazon qui est très importante, juridique, où elle met en fait juste le fait de faire fonctionner cette entreprise sur des questions essentielles, alimentaires, hygiène, sanitaire, en termes de produits. Il faut faire pareil sur l'ensemble des autres entreprises, et la Poste, c'est un cas en tant que tel. Et donc, ça pose quand même au centre qui est le mieux à même de prendre ces décisions. Si on veut les extirper de la logique du profit, tu te rends très vite compte que ceux qui sont le mieux à même de pouvoir prendre ces décisions, c'est les salariés et la population qui utilise ces services publics essentiels. Et donc, la question de qui doit décider est une question, pour moi, essentielle dans le contrôle et dans l'activité de ces services publics essentiels. Et sur la Poste, c'est de redevenir un service public à 100%, quoi, je Alors, suppose. ça, c'est sûr, enfin, je veux dire, tu sais, nous, il y avait beaucoup de collègues qui étaient énervés et à la fois blasés. On n'a jamais vu autant de chefs, autant de cadres nous parler de service public. Ils avaient redécouvert une notion, quoi. Là, le service public, il avait des vertus prodigieuses pour nous faire travailler sous Covid. Et il a des vertus prodigieuses pour ça. C'est évident que une notion de service public à 100%, je crois que c'est ça en fait. Ça veut dire qu'il est sous contrôle des salariés, sous contrôle de la population et extirpé de la logique du profit, quoi. On ne peut pas demander à une entreprise dont le but, c'est de faire le lien social, dont le but, c'est de permettre la communication entre les différentes couches de la société. Eh bien, ça ne peut pas être subordonné à la logique du profit. Sinon, on voit que ça donne des choses complètement folles. On l'a vu là, en période de Covid. Quelle est la logique de… On avait des collègues qui distribuaient des pubs Yves Rocher. Voilà. Donc ça, il faut extirper cette question-là, la question du service public à 100%. Ça repose la question de qui c'est qui doit contrôler ces services publics. Ok, Gaël, merci beaucoup d'avoir participé à cette édition. Je vais arrêter